Du 17 au 20 juin 1945, s'est tenu à Paris le premier congrès national de l'Union des femmes françaises, placé sous l'égide de Daniel Casanova et Bertie Albrecht. De toutes les villes de France, les congressistes partent pour Paris. Elles viennent des provinces les plus lointaines, et même de l'étranger, car les nations alliées ont envoyé des délégués des mouvements féminins pour apporter à la France le salut de leur pays. Par toutes nos gares, elles arrivent en foule. Voici la délégation soviétique sur l'aérodrome d'Orly. Madame Eugénie Cotton, président de l'Union des femmes françaises, accompagnée de plusieurs membres de la direction nationale, est venue recevoir les délégués, parmi lesquels nous remarquons Ria Bova, pilote de bombardier, si crâne sous l'uniforme. Dès leur arrivée, les congressistes se rendent au bureau directeur de l'Union des femmes françaises, 21 avenue des Champs-Élysées, où leur sont donnés des bons d'hébergement. Elles sont reçues dans les familles de leurs amies parisiennes. Le lundi matin, les délégations arrivent à la Mutualité. À l'entrée, un service d'ordre masculin contrôle les mandats. Disons tout de suite que ce sera le seul élément masculin qui interviendra durant tout le congrès. Dans la salle, les délégués repèrent les fauteuils qu'elles vont occuper pendant 3 jours de session continue. Derrière le présidium, 2 grands portraits de Daniel Casanova et de Bertie Albrecht rappellent aux congressistes les sacrifices héroïques de nos 2 martyrs. La première morte d'épuisement au camp d'Auschwitz, la seconde décapitée à la hache par les nazis. Le bureau du congrès s'installe. Voici Madame Eugénie Cotton, Françoise Leclerc, Marcel Barjonnet, Yvonne Dumont, Claudine Michaud, Jeannette Vermersch et des délégués étrangères. Claudine Michaud présente le rapport sur les droits et les devoirs de la femme. Durant ces 5 années, les femmes ont supporté la charge la plus lourde. Souvenons-nous des souffrances et des horreurs de la guerre et de l'invasion. Les centaines de milliers de Françaises, arrachées à leur foyer, gardent un souvenir atroce des scènes de l'Exode. Puis, ce fut le douloureux calvaire de l'oppression étrangère, aggravé de la trahison nationale. Les femmes ont vite compris que la lutte était la seule issue possible, et des milliers d'entre elles sont entrées dans le combat. Elles protestent, signent des pétitions, manifestent à l'exemple de Lise Ricol rue Daguerre et Madeleine Mazin rue de Bussy. Elles participent à la lutte du maquis et à son ravitaillement. Elles ont été magnifiques, nos partisanes, et nombreuses sont celles qui, dans ce combat, ont donné leur vie. Au moment de l'insurrection nationale, lorsqu'enfin apparut la possibilité d'en finir avec l'envahisseur maudit, les femmes aidèrent de toute leur force à la libération du pays. Elles jouèrent un grand rôle. Le colonel Roll Tanguy leur a rendu hommage en disant « Sans elles, la moitié de notre travail aurait été impossible. » Elles ont aidé à dresser des barricades. Elles ont combattu elles-mêmes. Depuis la libération, les femmes n'ont pas cessé d'aider de choyer nos soldats. Le premier trimestre, les Amis du Front ont organisé des collectes dont le total s'élève à 6 652 000 francs. Ont expédié 16 000 colis et fait partir sur le front 70 camions. 14 départements ont ouvert des ouvroirs, 6 des maisons de convalescence. Elles ont apporté avec enthousiasme leur participation à l'effort de guerre générale par leur travail dans les champs et à l'usine. Elles ont appris à ne pas séparer la sécurité de leur foyer de la sécurité du pays. Elles ont appris à haïr de toute leur âme les forces du mal incarnées par le fascisme. Les nazis ont pillé, volé, incendié partout où ils sont passés. Ils ont massacré par millions des hommes, des enfants, des femmes, assassiné, torturé des savants, des philosophes, des écrivains. Les femmes poussées par la souffrance et comprenant la nécessité du combat sont entrées en masse dans la voie de l'action politique. L'expérience acquise dans les larmes et les combats a imposé enfin la reconnaissance des droits politiques aux femmes. Les femmes françaises ont signifié par leur vote qu'elles sont bien décidées à user de leurs droits pour le bien de la patrie et de leur foyer. Elles ont été déléguées à l'Assemblée consultative, sont membres de l'Assemblée constituante.
Chaque jour dans la vie quotidienne, elles s'aperçoivent de tout ce qu'il reste à faire pour le bien-être et la dignité du pays. Comment nourrir la famille dans les conditions présentes? Les services du ravitaillement maintiennent l'organisation des schistes. Il y a encore 104 comités d'organisation au ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement. Toute cette bureaucratie couvre les scandales des stockages, des denrées et le marché noir prospère. La participation des femmes dans la vie économique est devenue une nécessité du monde moderne. Elles exercent les métiers les plus divers. Elles travaillent courageusement dans les usines, aux champs, à l'école, dans les laboratoires, à la reconstruction du pays. Elles doivent aider à faire naître et à développer un grand courant d'émulation dans le monde du travail. Pour la plupart d'entre elles, le travail est une nécessité économique à cause des revenus insuffisants du chef de famille. Cette nécessité ne doit pas donner aux exploiteurs le droit de leur payer un salaire inférieur. Le premier des devoirs de la femme est de donner des enfants à la France. Mais les mères contraintes au travail n'ont pas la possibilité de suivre et de soigner l'éducation de leurs enfants. Il faut envisager l'ouverture de garderies afin de soustraire à la rue les enfants dont les parents travaillent. Ouvrir des crèches. Pensons qu'à Paris, pour des centaines de milliers de bébés, il existe seulement 39 crèches, dont 4 municipales. Créer des maternités, des pouponnières, jusque dans les plus petits hameaux de France. La visite médicale régulière des enfants des écoles doit être suivie d'un traitement s'il y a lieu. Il faut ouvrir des dispensaires municipaux. Pratiquer la vaccination systématique contre les maladies infectieuses. Il faut que tous les enfants des villes partent pour la durée des vacances, à la campagne, à la montagne, à la mer, dans les colonies des villages d'enfants. Créer des préventoriats et sanatoriats pour enfants. Il faut lutter contre le taudis. Et pour cela, il faut construire avant de détruire, afin de ne pas laisser les locataires sans foyer. Ouvrir des écoles d'apprentissage et de puériculture. L'application du programme du Conseil national de la résistance comportant la confiscation des biens des traîtres et des bénéfices illicites fournirait une somme de 800 milliards qui pourrait être remise au service de la santé physique et morale de nos enfants. Tour à tour, les délégués de chaque région de France viennent à la tribune apporter leurs suggestions pour aider à la Renaissance française. Elles ont l'ambition de mettre la France au rang des grandes nations en marche sur la route du progrès. Elles voient leurs sœurs des pays libres, Angleterre, Amérique, Union soviétique, tenir avec honneur leur place dans l'effort de leur pays. En Angleterre, 9 600 000 femmes étaient inscrites au service national où elles remplaçaient les hommes partis à l'armée. En Amérique, en février, plus de 17 millions de femmes travaillaient pour la guerre. 90 000 étaient engagées dans l'armée. Nulle part, sans doute, les femmes n'ont donné autant qu'en Union soviétique, parce que nulle part la lutte n'a été plus farouche, le danger fasciste plus menaçant. Encouragées par l'exemple de leurs sœurs, des autres nations démocratiques, toutes les femmes de France unies iront à cette bataille pour la renaissance du pays, avec la certitude de la victoire. Ensuite, les délégués étrangères apportent le salut des femmes de leur pays. Mesdames Milosevic, yougoslave, Ryabova, pilote russe, Marchesini Govetti, italienne, Victoria Kent et Dolores Irbaruri, de la délégation de l'Espagne républicaine. Betty Wallace, déléguée anglaise. Nina Popova, de la délégation soviétique. Li Xianming, déléguée de la Chine. De magnifiques gerbes de fleurs et de nombreux cadeaux leur ont été offerts, gage de l'amitié fraternelle des femmes françaises. Très émus, les délégués étrangères remercient leurs amis de France. À l'issue du congrès, dans les salles annexes, des groupes se forment, des idées s'échangent. Des délégations étrangères adoptant la proposition de Madame Eugénie Cotton jettent les bases du comité d'initiative internationale pour la préparation et l'organisation d'un congrès international des femmes. Par l'action, le travail, l'union des femmes de tous les pays doit gagner des droits égaux à ceux des hommes, bâtir pour leurs enfants un avenir heureux, assurer la démocratie dans le monde et participer à l'élaboration de la paix. À l'occasion du congrès, différentes manifestations ont lieu à Paris. Ce fut d'abord une grande fête en plein air aux arènes de Lutèce. Madame Cotton, présidente de l'Union des femmes françaises, prend la parole.
Pierre Villon, secrétaire du Conseil national de la Résistance. Les délégués de province font admirer leurs costumes régionaux. À Villejuif, inauguration du dispensaire Daniel Casanova. Au cours d'une cérémonie particulièrement émouvante, Jeannette Vermersch rappelle le souvenir de notre grande Danielle. Au Gobelin, inauguration de la grande exposition La femme française au travail. Cette exposition montre la part énorme que les femmes peuvent prendre à la renaissance de l'économie française. Dans l'industrie, dans le commerce et dans l'agriculture, travaillent 8 millions de femmes. Cette exposition est visitée avec un intérêt particulier par la délégation soviétique. Dans la métallurgie, les ouvrières accomplissent souvent des travaux de grande précision. L'élégance française a sa réputation établie dans le monde entier et la haute couture parisienne emploie un personnel considérable. De ce premier congrès est sorti le programme d'action de l'Union des femmes françaises, qui doit devenir celui de toutes les femmes de France, en faisant appel à l'union de toutes dans le travail pour la renaissance d'une France indépendante, forte et douce à ses enfants.